Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. C'est l'heure de Confine Live. Il est 11h01. C'est l'émission numéro 37. Alors, c'est aussi l'avant-dernière 100% rallye. On l'a dit, on termine cette semaine avec une superbe émission. Vendredi soir, on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Alors, ils sont nos voisins, nos cousins. Ils nous ont fait découvrir et aimer Jacques Brel, Eddy Merckx, Benoît Poulvorde, François Damiens, Justine Hénin d'ailleurs aussi, même Tintin. Ils nous ont refilé par contre Jean-Philippe Smet, Philippe Geluck, Eden Hazard à Lille et Tony Parker. Ouais, non, vous avez bien entendu, Tony Parker est né à Bruges. Je pense qu'on a à peu près 50 à 60% à l'apprendre ce matin. Bref, nous, fans de sport mécanique, les noms qui résonnent sont surtout les Jackie X, Marc Duez, Patrick Snyders, Bruno Thierry, Bernard Munster, Freddy Loax, même Mélissa Debacker, tiens, que je voyais moi personnellement partir sur les traces de Michel Mouton. Bon, malheureusement, là encore, c'est raté, comme chez nous en France. Ceux qui sont présents étaient plus facilement disponibles et je laisse le soin à Mathieu qui m'accompagnera tout au long de cette émission, le soin de les présenter. Salut Mathieu. Ouais. Bonjour Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 38e émission déjà, Eric, et avant-dernière de ce nom de Confine Live. Alors, depuis 8 semaines, on a accueilli les plus grands noms français du sport automobile. Voilà, ils se sont tous enchaînés sur le plateau de Confine Live. Mais s'il y avait bien des amis que nous ne voulions pas oublier, comme tu l'as dit Eric, ce sont nos amis belges. Alors, c'est pas pour autant qu'on va pas faire nos chauvins, vous vous en doutez bien. Et donc, tout au long de l'émission, avec le temps qui passe, on va revenir avec vous sur les liens forts qui vous unissent avec la France et les Français. Donc, on va attaquer ces présentations. On va commencer avec Philippe Bouvier, donc actuel directeur du pôle sport de la FFSA, mais aussi copilote sur un rallye français une fois, avec un pilote français une fois, coordinateur d'un constructeur français pendant 10 ans entre autres, mais avant tout belge, c'est Philippe. Bonjour Philippe. Salut bonjour, Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour Eric, bonjour à tous. Oui, effectivement, voilà. Copilote dans une ancienne vie, coordinateur chez Renault Sport dans une autre vie, et depuis 7 ans maintenant à la Fédération française. Voilà. Ok, justement, parlant de Fédération française, la FFSA est en ébullition. On sait que tous les jours, il y a des changements de date, enfin, il faut tout caler. Dis-nous un petit peu comment tu interviens. C'est probablement que des conférences vidéo. Oui, en gros, ça fait partie de mon job actuel, à savoir discuter avec la plupart des présidents de commission, discuter avec tous les promoteurs, discuter avec tous les acteurs des différents championnats dans les différentes disciplines, afin de préparer en back-office des différents scénarios de calendrier pour que dès que le gouvernement donnera le top départ, on soit prêt. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle aujourd'hui on est certes confiné, mais sur les charbons ardents, parce qu'on n'attend plus que ce fameux top départ du gouvernement. Et demain, le Premier ministre Édouard Philippe prendra une nouvelle fois la parole. Pour l'instant, le redémarrage est prévu au 1er août. Et voilà, on est prêt, en tout cas. Dès que ce top départ sera donné, on sera parti. Super, merci. Merci Philippe. Notre deuxième invité, il est actuel directeur des rallyes à la FIA, avec un président français, mais il est aussi pilote et il a piloté sur des rallyes français. Il est team manager en WRC d'une équipe française, mais il est avant tout belge, et c'est Yves Maton. Bonjour Yves. Bonjour à vous. Salut Yves, toi aussi, on imagine qu'à la FIA, il y a énormément de travail, pas mal de changements là aussi, des dates. Alors bon, on va pas trop évoquer le calendrier parce qu'on n'en sait rien et puis ça sert à rien de s'avancer, tu l'as dit il y a quelques jours. Comment vas-tu ? Je vais très bien, 8e semaine de confinement depuis qu'on est rentré. Combien de kilos en 8 semaines? Je ne sais pas, mais je fais un tout petit peu plus de sport, donc je suis passé de 0 à un tout petit peu. Okay. Donc peut-être que ça va compenser ma consommation de vin, à mon avis. Et merci de ne pas m'avoir posé la question d'ailleurs. Mais effectivement, énormément de travail avec la situation dans laquelle on est pour le moment, pour essayer de planifier 2020. On avait déjà pas mal de sujets sur le futur, sur lesquels on continue à travailler et de manière certainement encore plus intensive, puisque on ne sait pas exactement ce que va laisser derrière nous la crise du Covid-19, donc pas mal de scénarios envisagés, pas mal de boulot, certainement moins, je dirais, excitant que ce qu'on fait pendant l'année quand on a des courses, mais voilà, ça fait partie, entre guillemets, de la situation actuelle. Ok.
D'accord, merci Yves. Et donc notre troisième invité, donc il est actuel pilote en WRC. Alors malheureusement pas dans une équipe française, mais son copilote ouvreur est français. C'est aussi un pilote qui a fait ses armes sur quelques rallyes français en début de carrière, qui a roulé dans une équipe française, qui a remporté sa première victoire scratch en France, première victoire scratch marquante en France, mais il est avant tout belge, c'est Thierry Neuville. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Oui, effectivement, toujours pilote en championnat du monde pour Hyundai Motorsport. Je pense que la plupart des gens devraient me connaître. Et actuellement, chez moi à Monaco, en pyjama et jogging depuis plus ou moins 6 semaines. Et j'ai toujours pas trouvé le coiffeur. Ah ouais, on a appris ces derniers jours qu'il y avait entre 3 et 4 semaines de délai. Hein, donc il va falloir s'en occuper sérieusement. Évidemment, Philippe Bouvier n'a pas ce problème et Yves Maton, ça devrait aller aussi. Puis moi, vous inquiétez pas, hein, ça repousse plus. Donc voilà. Bon, Thierry, très rapidement, sur un ton d'humour, le Kenya, tu le préparais comment? On sait qu'il n'aura pas lieu, enfin on est à peu près sûr qu'il n'aura pas lieu, mais c'est quoi, en regardant des reportages animaliers avec des girafes et des crocodiles ou dans une pièce à 45 degrés? Tiens, comment tu préparais ton Kenya? On a peu d'autres choses à faire actuellement, donc c'est vrai qu'il y a la chaîne Arte qui tourne chez nous 24 heures sur 24. Et avec énormément de reportages, dont les reportages sur les animaux et le Kenya, mais c'est vrai que sérieusement, non, je préparais rien du tout pour le moment parce que je veux dire, on sans doute que le rallye ne va pas avoir lieu. On n'a toujours pas la confirmation, mais je pense que il y a quand même peu de chances que tout le WRC descendra en Afrique pour parcourir cette manche, même si j'aurais aimé y être. J'ai vu les premières images du parcours. Oui, tout à fait. Les premières images du parcours avaient l'air magnifiques, tout à fait différent de ce qu'on connaît aussi. Donc ça aurait été une chouette expérience, une aventure, mais entre autres un chouette challenge pour nous les pilotes du championnat du monde. Ok. Ça marche. Bon, avant de commencer l'émission et de rentrer dans le vif du sujet, on a une personne qui est passée dans Confine Live il y a 3 ou 4 semaines et qui nous a demandé un droit de réponse. Et donc, je vais vous laisser découvrir la vidéo et je crois que Thierry, c'est pour toi. Alors, la description de Thierry, c'est plutôt facile à faire parce que lui, il m'a dit que pour faire la description de moi, il a pris un pizza. Pour lui, je peux prendre les pommes frites que j'adore beaucoup. Et je mange les pommes frites le plus que je peux. Alors, c'est quelqu'un que je peux. Mon rêve, c'est d'avoir beaucoup de Thierry Neuville et de travailler avec lui pour beaucoup de temps. Et sans la mayonnaise et sans le ketchup, mais Thierry Neuville à la maison. Ciao Thierry. Voilà, c'était Andrea. Alors, pour les gens qui nous rejoignent et qui n'avaient pas vu l'émission, alors Thierry nous avait décrit Andrea de manière très, très amusante, comme une pizza. Et voilà, c'était la petite vengeance d'Andrea qui te passe le bonjour. Je l'attendais, celle-là. Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, on va parler les deux d'entre vous. Alors, ce ne sont pas les rallyes en France qui vous ont fait connaître du grand public. Philippe Bouvier, 1993, en BMW M3, le rallye du Touquet. Alors, on a une photo de cette superbe M3. Alors, parle-nous un petit peu de ce souvenir en particulier, de l'ambiance du rallye en France. C'est un excellent souvenir parce que d'abord, c'est avec mon meilleur ami, Luc de Winter, qui aujourd'hui est lui aussi descendu dans le sud parce qu'il préfère le soleil. Et donc, on avait fait 1 ou 2 saisons en Belgique auparavant. On avait fait ce qui s'appelait à l'époque le championnat de 2e division avec plusieurs voitures, entre autres c'est BMW M3 Groupe 1. Et puis un beau jour, Luc avait décidé d'aller faire un rallye à l'étranger. On a choisi Touquet. Cette année-là particulièrement, il faisait excessivement mauvais. Je me souviens, on partait avec le numéro 25 et derrière nous, il y avait Paul Lietard avec le numéro 26. Donc, les organisateurs français à l'époque n'avaient pas tout à fait la distinction entre Luc de Winter et Paul Lietard. Donc, bien évidemment, on s'est bien arrangé entre nous. Et c'est un souvenir encore exceptionnel parce que là, le Touquet était au mois d'octobre.
Et au mois d'avril, le 12 avril, mon fils était né et il m'avait accompagné. Donc, c'était une grande première pour lui. Bon, je pense pas qu'il s'en souvienne. Et pour moi, et on a été un super week-end avec Luc. Et voilà. Et pour info, après, j'ai continué à rouler avec Luc. Et mon dernier rallye, en fait, était également avec Luc de Winter, mais là, c'était un rallye historique, qui était le Monte Carlo historique. On a eu la chance de discuter, lui et moi, sur une belle voiture. En 2010, il y a exactement 10 ans cette année. Voilà. Donc, ok, merci beaucoup pour ce souvenir. C'était les M3 en France, c'est une grande histoire. Hein. Ouais. On va continuer avec vos participations sur les rallyes français. Alors Yves, on sait que tu as fait plein de rallyes, on en reviendra en fin d'émission, mais il y a eu 2 rallyes notamment qu'on a notés en France. C'est la Côte Chalonnaise en 2010 et le rallye dernièrement, le rallye d'Autun l'année dernière. On sait que la Bourgogne, c'est une région où tu as des attaches, des amis, je crois. Non, c'est juste le Pinard. C'est le Pinard. Un petit mot sur cette participation avec cette Mitsu à l'époque et sur le rallye d'Autun l'année dernière. Oui, effectivement, quand j'ai fait Côte Chalonnaise, c'était après une longue période où j'avais plus conduit en compétition. J'ai dû arrêter pendant une dizaine d'années quand j'avais plus trop le temps. Donc, j'ai recommencé avec un copilote qui avait déjà fait genre 15 fois cette épreuve et qui me conseillait d'y aller, entre autres pour l'ambiance. Si je fais encore du rallye aujourd'hui, c'est sûr que c'est parce que j'aime conduire, mais j'aime surtout l'ambiance. C'est un hobby et en France vous avez comme on est en Belgique quelques épreuves où il y a vraiment une ambiance et un accueil très sympathique. C'était le cas de cette épreuve, ou c'était le cas comme cette année où je suis venu faire un saut à Autun pour faire l'ouverture. Vous avez des très belles épreuves tout à fait différentes de ce qu'on peut connaître en Belgique, donc c'est toujours intéressant. Moi, ce qui me plaît aussi dans le rallye et certainement dans ce qu'on connaissait avant, c'est de découvrir des choses. Donc venir faire des épreuves en France, si j'avais un peu plus le temps, j'essaierais d'en découvrir d'autres, c'est certain. Ça marche. Merci. Ok. Thierry, toi, 2009, c'est tes premières apparitions en France, Épernay, Rallye du Rouergue, Terre de Langres, l'Antibes d'ailleurs, où tu vas démarrer avec Nicolas Gilsoul. Ce sera ta première avec lui. Un petit bonjour à Nico s'il nous regarde. Le Touquet 2010 aussi avec des belles perfs. Alors, on a quelques photos de la C2 de l'époque. Parle-nous un petit peu de ta découverte des rallyes en France. Mon tout premier rallye en France, ça a été le rallye d'Épernay. À l'époque, effectivement, c'était d'ailleurs Yves qui avait comme projet de lancer un Citroën Racing Trophy en Belgique, en collaboration, je pense, avec Simon Jean-Joseph, qui à l'époque était à la tête de la compétition client chez Citroën. Ensuite, on m'a fait découvrir cette C2R2 Max sur la piste d'essai de Citroën Racing à Satori, avec à l'époque encore au volant Philippe Bugalski, c'est là que j'ai fait sa connaissance d'ailleurs, qui m'avait montré le bon fonctionnement de la voiture, et depuis là j'ai pris la route direction Épernay pour parcourir mon premier rallye en C2R2 Max, mon premier rallye en France. Ça s'était plutôt bien passé, et ensuite effectivement il y a Philippe qui on va en parler de Philippe, justement. Parle-nous de lui. On l'a évoqué plusieurs fois ce mois pendant de nombreuses émissions. Toi, c'est une rencontre particulière avec Philippe. Oui, effectivement, parce que voilà, le courant est tout de suite bien passé. Puis ensuite, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, quelqu'un de très honnête, mais qui était toujours là pour aider. Et il avait eu comme but, effectivement, de lancer à l'époque son pilote, Benjamin Parrain, et de prouver que c'était un réel talent et qu'il pouvait battre des pilotes des autres pays. Et du coup, il y a eu ce fameux Summer Rally Match qui a eu lieu, dont j'ai accepté de participer, avec 2 rallyes en France, le rallye Terre de Langres et le rallye de Rouergue. Et 2 fois, je suis sorti grand vainqueur du combat entre Benjamin et moi. Mais entre autres, j'ai remporté le Citroën Racing Trophy, je pense, aux 2 reprises. Et du coup, effectivement, Philippe a ensuite décidé de me soutenir pour mes aventures en championnat du monde junior. Et voilà, on a eu énormément de contacts ensemble. Et voilà, on connaît tout la fin de l'histoire. C'est malheureux, c'est ce qui lui est arrivé. Je me souviens encore, je suis retombé il y a 3 jours sur une photo où j'étais en test dans les Vosges avec une DS3 WRC la veille de mes tests à Beaumolder. Et entre ces 2 lieux de test, j'ai fait la route direction Beaumolder. Et c'est d'ailleurs Yves qui m'a prévenu du décès de Philippe, qui m'a appelé. Je venais à peine d'arriver dans ma chambre le soir.
Et c'est le coup de fil d'Yves qui me prévient que Philippe a eu un accident mortel et qu'il était tombé de sa nacelle. Et je me souviens très bien, j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, je me retrouvais à Beaumolder à faire des essais. Ça a été très, très difficile, pas que pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui appréciait énormément Citroën et tous les mécanos qui connaissaient super bien Philippe. Donc, ça a été une période très, très difficile pour tout le monde. Ouais, on pense à lui, hein, Philippe, évidemment, régulièrement. Mathieu, à toi. Oui, merci Thierry d'avoir eu une pensée pour Philippe, c'était important pour nous aussi. Du coup, justement, sur ces rallyes où tu es venu en France, le but, clairement, c'était la performance. C'était encore au début un peu de ta carrière et quand tu venais, c'était d'éclater aux yeux des Français, notamment. On se rappelle, alors il y a eu 2009 et le Touquet 2010 aussi, où tu réalisais des temps incroyables face aux 4 roues motrices. Tu te rappelles un peu de ce Touquet 2010 là ? Oui, tout à fait. J'ai des vagues souvenirs, mais je sais que j'ai fait quelques passages de folie. Je pense qu'on a même réussi à faire un scratch dans une spéciale avec énormément de pluie face à Peter Tune avec sa Focus WRC et d'autres pilotes ultra rapides. Donc, c'est des chouettes souvenirs. Maintenant, elles sont assez loin dans ma tête. C'est sûr que après ma fin de carrière en WRC, j'aurais hâte de revivre ces rallyes comme le Terre de Langres, le rallye Rouergue ou encore le Touquet et même le rallye d'Antibes, parce que ça va être sympa de retourner une vingtaine d'années plus tard avec peut-être les mêmes voitures, je n'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai récolté plus ou moins toutes les voitures que j'ai courues par le passé, donc la possibilité est là. Et j'ai vraiment hâte de faire ça, mais avant tout, concentration d'ici ma fin de carrière au WRC. Ok, il y a Philippe Bouvier là, de la FFSA qui a bien entendu. Hein. Tu retiens, Philippe, pour laisser une place sur la liste des engagés d'ici quelques années à Thierry sur les rallyes français. Tout est bien noté. Surtout inscription offerte, surtout. Oui. Ok, un petit coucou à Benjamin Perrin aussi. Hein. Je sais qu'il nous regarde tous les jours, donc c'était bien d'évoquer Benjamin. Alors, il avait réalisé quelques temps scratch. Il avait réalisé quelques temps scratch avant de sortir, hein, notamment, je crois, au Rouergue. Je crois il était 6 ou 7 secondes devant toi, hein, après 3 ou 4 spéciales. Oui, très, très, très rapide. Et on garde toujours en contact. On est tous les deux sur Snapchat. Et voilà, on se suit régulièrement. Super, ça marche. Allez, on évoque une petite période de 2001-2002. Yves, tu es team manager de Chronos et encore avec un Français, puisque vous l'avez compris, le lien, c'est on va chaque fois vous ramener à un Français. Donc là, c'est Simon Jean-Joseph sur cette période-là. Chris Prinsen également, la 206 WRC. Une belle époque de team manager. Tu découvres un petit peu la fonction, Yves. Oui, c'est sûr. J'ai toujours eu comme ambition d'aller en championnat du monde des rallyes. J'ai vite compris que j'y arriverais pas par mon niveau de pilotage, donc il fallait que je trouve une autre solution pour y arriver. Et je me suis rapproché d'équipes belges à ce moment-là qui étaient impliquées en championnat du monde de rallye. J'ai commencé avec une équipe qui s'appelait Future World, qui à l'époque était soutenue par un cigarettier et qui faisait quelques excursions en mondial. Et puis s'est ouvert cette très belle opportunité avec Chronos qui commençait un beau programme en championnat du monde, entre autres avec Simon Jean-Joseph. Simon qui est une personne assez atypique, que j'ai vraiment gardé une grande amitié avec Simon depuis cette époque. Mais c'était surtout pour moi la découverte du WRC et puis une opportunité pour après pouvoir continuer ma carrière chez Citroën. C'est un peu ce qui m'a ouvert les portes et surtout donné les contacts et donné une certaine, je dirais, légitimité pour pouvoir frapper aux portes du WRC et d'une équipe d'usine à l'époque. D'accord. Merci Yves. Juste un petit mot, et là ça va être belge, c'est pour toi Philippe. Je crois que tu as fait quelques rallyes avec Jean-Pierre Mondron, notamment le patron de Chronos. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a roulé 2 années avec Jean-Pierre. La première année, je me souviens plus trop, je pense que c'était 92, mais non, c'était avant, c'était fin des années 80. C'était le Talbot, je sais plus, c'est très vieux, là. Avec Talbot Samba-Gruppen. On a fait une super saison où il y avait d'ailleurs Grégoire de Mévus qui, si ma mémoire est bonne, avait remporté le trophée. Il y avait Frédéric de Rosé qui était un très très grand pilote à l'époque en Belgique, qui malheureusement est décédé. Et avec Jean-Pierre, donc on a fait une super saison avec cette Gruppen.
Et ensuite, l'année suivante, on a roulé avec la même Talbot Samba, mais en version groupe B, donc c'était un peu plus excitant. Et on a aussi fait quelques rallyes avec une Nissan 240 RS. Il va sans dire que ce ne sont que des excellents souvenirs. Jean-Pierre était un grand monsieur, il n'y a pas d'autre mot, un grand monsieur, voilà. Trop tôt disparu, et Yves a parlé tout à l'heure de Chronos, et Chronos lui doit énormément, effectivement, et on peut saluer aussi la mémoire de Jean-Pierre qui était une grande personne. Oui, très bien. Yves, justement, à la fin de ces 2 années chez Chronos, c'est ta première arrivée chez Citroën. Alors d'abord, 1 ou 2 postes différents, et puis tu seras nommé ensuite par Guy Fréclin, là aussi team manager. Donc ce sera un petit peu plus tard. Alors nous, parle-nous de Guy Fréclin. Voilà, c'est encore un Français qui te nomme et que tu croises sur ta route, évidemment. Oui, Guy Fréclin, c'est un grand monsieur, c'est une personnalité. Si je suis rentré chez Citroën Sport à l'époque, c'est tout d'abord grâce à Michel Perrin, parce que le premier entretien que j'ai eu, c'était avec Michel Perrin. Mais après, pour, entre guillemets, tomber d'accord, c'est avec Guy que ça s'est fait. Je dirais que assez rapidement, le courant est bien passé. Son approche, son franc-parler me convenait assez bien, et je pense qu'il appréciait aussi mon franc-parler. Donc, on a travaillé plusieurs années ensemble. Je suis rentré effectivement d'abord comme responsable logistique, juste avant la saison 2003, où Citroën Racing commençait un championnat complet en WRC. Je me rappelle très bien, je suis rentré au mois d'octobre 2002 dans un bureau complètement vide, délaissé par le responsable logistique qui était anglais. Un anglais dans une équipe française, c'était plus ou moins voué à l'échec, mais 3 mois avant le début de la saison, c'était quand même moche. Donc, énormément de travail à l'époque. Il s'était bien occupé de vider tous les bureaux, tout l'ordinateur et tous les fichiers. Et genre 15 jours avant de partir en Australie dans une entre guillemets, mission un peu parallèle, avec Piedrafita, habillé en bleu Piedrafita, mais avec en dessous du bleu que des rouges, et Sébastien Lopp qui découvrait l'Australie, qui découvrait avec, je dirais, une demi-déprime quand il regardait un peu 7 ans de son premier rallye d'Australie. Il était quand même un peu étonné, mais je garde un super souvenir de ce premier rallye d'Australie. C'était vraiment une toute petite équipe. À la limite, ça faisait un peu privé face au constructeur, mais je peux vous dire, c'était privé à la Citroën, quoi, avec un bureau déplacé à Satori, avec Guy Fréclin qui menait ses troupes en salle de conférence, et nous qui étions une antenne sur place téléguidée depuis Satori. Ok. Merci. On fait Tu sais pas ce qu'est devenu le fameux anglais, là, du coup. Depuis, il a fait carrière. Il a plutôt travaillé pour des équipes anglaises. Après, il n'a pas réessayé les équipes françaises. D'accord, merci. Bon, on fait un petit saut dans le temps. On arrive en 2011, Thierry. Tes 2 premières victoires de prestige à l'international, et la première, encore une fois, sur un rallye en France, c'était le Tour de Corse. Raconte-nous un petit peu ces souvenirs que tu as de ce Tour de Corse 2011. C'était vraiment un super rallye et le début d'une super saison. Et une victoire marquante. Hein. Oui, tout à fait. Bon, voilà, je ne cache pas que voilà, j'ai eu une belle saison en 2010 avec un programme championnat du monde junior avec l'équipe de Tomeka et Philippe, et Peugeot Belgique Luxembourg déjà à ce moment-là. D'ailleurs aussi avec un petit soutien de Simon Jean-Joseph à l'époque qui m'accompagnait sur certaines manches pour me donner quelques conseils, parce que bon, c'est une année hyper importante pour moi. Malgré tout, elle s'est pas mal passée, mais c'est pas super bien non plus. Par contre, j'ai eu une nouvelle chance en 2011, et là, effectivement, il fallait marquer l'esprit, et c'est ça ce qu'on a réussi de faire, avec les conseils de tous les gens autour de moi, et beaucoup de motivation et beaucoup d'engagement. J'ai réussi à redresser la barre, à apprendre à mieux gérer mes courses, parce que la vitesse, elle a toujours été là, mais il fallait aller jusqu'au bout. Et avec la confiance aussi de Peugeot Sport et de Peugeot Belgique Luxembourg, j'ai réussi à réellement exploser. J'ai gagné 2 rallyes classiques, le Tour de Corse et le rallye de San Remo la même année. Et j'étais en lutte pour le titre jusqu'à la fin de saison. D'ailleurs, en tête du rallye avant d'abandonner sur une panne d'alternateur à Chypre. Donc,
une très très belle saison, et c'est celle-là qui m'a permis de rentrer au sein du team Citroën Racing comme pilote junior en 2012, avec à l'époque justement Yves comme patron d'écurie. Ouais. Pour l'anecdote, en fait, je suis alsacien et mon père m'avait dit le jour où tu gagnes le Tour de Corse, il m'a dit c'est qui celui-là, parce que en fait, on ne parlait que de Loeb. Et puis j'avais dit c'est le prochain champion du monde après Loeb. Alors ça m'arrangerait qu'un jour tu puisses me donner raison. Oui, j'y travaille et on est convaincu que ça arrive. Merci. Ouais. Alors, Yves, janvier 2012, c'est ton retour chez Citroën. Hein. Tu avais un petit peu quitté, créé un petit peu ton équipe ou ton team. On comprend aussi que Simon Jean-Joseph est en fait un lien assez régulier, hein, que ce soit avec Thierry, avec toi. Mais on voulait parler de ce retour chez Citroën, donc notamment la suite d'Olivier Quesnel. Tu retrouves aussi Thierry dans ce Citroën Junior Team. C'est une belle année, hein, le Junior Team, là, Yves, de ce côté-là. Oui, tout à fait. C'était une belle année. C'était l'arrivée de Thierry dans une équipe WRC. Je peux vous dire qu'arriver dans une équipe comme Citroën Racing pour un jeune, même talentueux comme l'était Thierry, c'est pas toujours facile. Surtout à l'époque, on avait pas mal de pression. Mais ça a été une grande année 2012 grâce au junior team, grâce à Sébastien Loeb, son dernier titre. C'est sûr qu'on a vécu, je peux vous dire que le dernier titre de Loeb en Alsace, ça a été quelque chose qui est marqué dans les esprits de toute l'équipe Citroën jusqu'à la fin de nos jours. Je pense qu'on aura difficilement on pourra revivre cela un jour. Il y a eu des larmes, hein, Oui, il y a eu de tout, mais des choses assez incroyables cette année-là. Et puis cette expérience avec Thierry, c'est avoir un pilote du talent de Thierry qui arrive dans une nouvelle équipe, à ce niveau-là, c'est très très intéressant. Et puis surtout quand on voit ce qu'il a été capable de faire jusqu'à maintenant, dans l'attente de, j'espère pour lui, son titre mondial, mais je veux dire, avoir en tant que Belge, avoir un Belge dans son équipe, c'est quelque chose, c'est sûr, de différent. Je suis très content que c'est pas moi qui l'ai amené dans l'équipe, parce qu'on aurait dit qu'à l'époque je venais avec dans mes bagages. En fait, Yves, j'ai vraiment envie de parler de ça. Fin 2012, explique-nous quand même. Tu es belge, patron d'un team français, et pourquoi 2013 il n'y a pas Thierry? Il s'est passé quoi là dans cette histoire? C'était quand même plutôt logique que Thierry soit dans l'équipe officielle. Hein. Oui, après, à un moment, il faut quand même faire abstraction. Je suis belge, un pilote belge, parce qu'autrement, il fallait que je prenne Philippe Bouvier aussi. Il fallait que je prenne la partie de la Belgique. Comme copilote, alors. À un moment, il s'est passé différentes choses. Thierry a dû faire aussi des choix de carrière. Nous avions des contraintes qui ont fait que, je dirais, malheureusement ou heureusement, en fin de compte, pour Thierry, il est en train de faire une très belle carrière. Donc, je dirais que le choix a certainement été le bon. Mais je pense aussi qu'on aurait fait des belles choses. Mais ça fait partie, entre guillemets, des choix à un moment qu'il faut faire dans une carrière ou dans la gestion d'une équipe. Ok. 2013, Thierry, alors bon, toi, à cette époque-là, tu as l'impression que que ta carrière est en train de se jouer, tu sais que tu seras pas chez Citroën, on sait qu'il y a Nasser Al-Attiyah qui va arriver, ou en tout cas vous étiez déjà ensemble, mais il arrive, lui aussi, en fait, il sauve un peu ta carrière, non, ou pas, en allant chez Ford, hein, évidemment. Oui, je pense pas que réellement il la sauve, comme Yves vient très bien le dire, voilà, il aurait pu y avoir une suite avec Citroën. Justement, elle était juste pas aussi définie que celle avec M-Sport. Et à l'époque, mon seul objectif principal était de pouvoir parcourir l'entièreté de la saison. Et avec Citroën, il y avait un grand nombre de manches assurées, mais quand même certaines manches qui n'allaient probablement pas être au programme, sauf si on allait trouver des partenaires supplémentaires. Et puis, il y a eu ce coup de fil de la part de Malcolm et de l'agent de Nasser de l'époque, qu'ils avaient trouvé les moyens et la solution pour me faire parcourir toute une saison sur une voiture qui était à l'époque performante. Donc, j'ai fait ce choix-là.
Et voilà, il s'est avéré comme positif. Après, je pense que voilà, même dans une Citroën, j'aurais pu être compétitif et faire des belles choses. D'ailleurs, Yves a été très très gentil en expliquant la saison 2012. Mais je me rappelle des moments où je l'avais face à moi, comme maintenant un peu ici à l'écran, où l'ambiance était beaucoup moins bonne, notamment le rallye d'Argentine en 2012, où voilà, on a fait une connerie, on était en train de réaliser un superbe temps, mais on est parti en tonneau et on nous avait prévenu à l'avance qu'il fallait pas garder ce rythme-là. Si on voyait des splits de Sébastien Loeb à 0 ou même plus 0,5, plus 1, qu'on était trop vite. Et voilà, on l'a tenté, on l'a essayé et ça s'était plutôt mal passé. Il y a eu le moment aussi en 2012 en France, mon copilote ayant fait une erreur de pointage et ça aurait été pu être notre premier podium d'ailleurs en WRC. Et on a perdu, je pense, 10 ou 20 secondes et du coup on s'est retrouvé 4e à la fin du rallye pour 15 secondes et on aurait pu être sur le podium. J'avais fortement laissé sous-entendre que mon copilote était un con, comme on dit, à l'époque. Et voilà, donc il y a eu des moments où voilà, j'ai pris des belles engueulades de la part d'Yves aussi, mais elles étaient toutes méritées, forcément. Mais c'est pas ceux-là qui m'ont fait changer d'avis et de changer d'équipe, ça c'est sûr. Mais voilà, donc 2013, une très bonne saison. Très belle année, ouais. J'adorais, honnêtement, j'étais très très à l'aise à la voiture, dans la voiture. Elle était hyper facile à piloter. Elle manquait peut-être un peu de performance face à l'Apollo sur certains terrains, mais malgré tout, on a pu rendre la vie difficile à Sébastien, certainement. Je finis quand même 2e au championnat, premier podium, très très proche de la victoire en Allemagne aussi. Donc, des très très chouettes souvenirs. Et voilà, et puis une belle amitié avec Nasser aussi, dont je garde toujours le contact. Ok. Avant de repasser à Philippe Bouvier, Yves, j'ai une question. Justement, le problème Loeb. On a connu François Duval, Thierry Neuville. En fait, c'était un problème Loeb. Ces chronos, il voulait absolument l'approcher, le battre, et ça a souvent fait un peu de carrosserie derrière aussi. Oui, c'est sûr que Loeb n'a pas été un problème que pour Duval et que pour Neuville. Il y en a c'est sûr. Qui regrettent. Un coucou à Miko. Miko et René qui regrettent qu'il était là pendant la même période. Il fait 5 fois champion du monde, je pense, Miko, non? Ce qui est peut-être le plus dur pour les pilotes qui devaient se battre avec Sébastien Loeb, c'est que rien n'était compliqué. Et puis, je veux dire, il a une telle approche de la course où il a pas l'air de s'inquiéter, il a l'air de faire ça facilement et vous, en face de lui, vous travaillez comme un fou, vous revenez à l'assistance et il est là en train de se réchauffer les pieds tranquillement ou en train de faire et donc ça peut perturber et typiquement si je prends le cas de François, je pense que François il a voulu trop vite montrer qu'il était capable de battre Loeb. Il avait c'est indéniable le talent pour le faire. Il fallait juste ne pas essayer de jouer aussi rapidement avec Seb, essayer de prendre le temps d'apprendre la voiture, d'apprendre pas mal de choses et puis entre guillemets pouvoir faire comme Sébastien est capable de le faire, pouvoir frapper au bon moment parce que Seb c'est un garçon très intelligent qui gère très bien ses courses et je peux vous dire comme Thierry le disait, à l'époque, on envoyait des splits dans les voitures. C'est moi qui le faisais à l'époque de Loeb Duval. C'était quelque chose de très excitant, très, très amusant parce que typiquement avec Sébastien Loeb, vous aviez l'impression un peu d'être dans la voiture parce que quand vous envoyez un split, vous pouviez voir rapidement la réaction dans un sens ou dans l'autre. Et il avait une gestion de la course qui était assez incroyable. Donc François, de temps en temps, tu lui as envoyé quelques mauvais splits, non? Non, je trichais pas parce que non, je préférais essayer d'en parler comme Thierry a expliqué et d'expliquer ce qu'il faut faire par rapport à l'information qu'on leur donnait. Parce qu'à partir du moment où on commence à interpréter les splits, après très rapidement il y a cette confiance qui n'est plus là entre le pilote ou entre l'équipage et la personne qui envoie et puis ça sert plus à rien de les envoyer quoi. Parce que vous savez dans la voiture, ils gambergent pas mal les pilotes et les copilotes, donc ils ont déjà l'impression que ceux qui sont dans le camion informatique, ils font pas grand-chose. Donc il faut installer cette notion de confiance avec la voiture. Donc surtout, il faut pas tricher.
Ok, on parlera des années récentes maintenant, mais Thierry, pour te rassurer, aujourd'hui, s'il y avait encore les splits et que Seb, à son tour, maintenant voyait tes splits, je pense que ça serait l'inverse. Là. Il aurait un peu de mal à accepter certains de tes splits. Ouais, on embrasse Seb et Danos. Moi, je voudrais tirer un autre enseignement. Je voudrais tirer un autre enseignement, c'est que Yves a dit que c'était difficile pour un Français de travailler avec un Anglais, mais du coup, la preuve 2013, c'est qu'un Belge peut travailler avec une équipe anglaise et faire des résultats. C'était un petit enseignement à tirer de ça. Philippe, on se retourne vers toi. Dans la même période, tu rencontres la famille Renault Sport. Tu es coordinateur général des formules de promotion en rallye, avec un boss belge au passage, mais aussi responsable logistique des World Series by Renault. Un petit mot sur ces belles années. Je sais que pour toi, c'est une famille Renault qui te tient vraiment à cœur. Oui, d'ailleurs, au passage, une super photo là, avec mon ami Yves, une conférence de presse du Touquet. À l'époque, Yves était le boss chez Citroën Racing. Et moi, j'étais, comme tu viens de le rappeler, responsable des formules de promotion chez Renault Sport en rallye. Là aussi, grâce à un autre Belge, Lionel Hansen, que je m'en voudrais de ne pas citer aujourd'hui. Comment je suis arrivé chez Renault Sport? Finalement, c'est assez facile. Au gré de mes pérégrinations en Belgique, j'ai travaillé pour Renault Sport. En l'occurrence avec Motorsport International et Willy Place pendant 4 années, entre autres championnat de Belgique avec Chris Prinsen, on a fait le championnat du monde, et puis pas mal de bonnes connexions avec Renault Sport, pas mal d'échanges avec Jean-François Linéré, qui était à l'époque responsable de la compétition client, qui venait en Belgique, et puis en 2004, si je ne m'abuse, Renault Sport a décidé de relancer les formules de promotion en rallye avec la Clio Cup Rallye, à laquelle d'ailleurs Benjamin Parrain, entre autres, a participé brillamment. Et donc, ils cherchaient un coordinateur. Visiblement, il n'y en avait pas en France. Ils ont fait appel à moi. Et donc, voilà, j'ai débarqué avec ma petite valise un jour d'octobre 2003 aux Ulysses. Voilà. Et donc, là, tout était à faire. Prendre contact avec la Fédération française, déjà. Écrire un règlement. Voilà. Et au fur et à mesure des années, je suis resté 10 ans chez Renault Sport en tant que responsable des formules de promotion en rallye. Et l'année suivante, sont nés un super produit que Renault Sport a lancé, qui s'appelait les World Series by Renault. Et le boss de l'époque, Jean-Paul Marie, a eu l'excellente idée de me proposer de prendre en charge la logistique. On a souvent des points communs, Yves et moi d'ailleurs. C'est une carrière, j'ai jamais été patron de Citroën ni de Renault, mais bon, voilà. Et donc, au fil de l'eau, j'ai eu plusieurs casquettes. J'étais sur 10-12 rallyes par an pour Renault et sur une dizaine d'épreuves World Series. Donc, ça m'a valu en l'occurrence un divorce. Ça fait partie des aléas du sport. Je ne sais pas pourquoi Yves sourit. Voilà. Thierry aussi. Mais tout le monde sourit en fait. Voilà. Ouais, oui. Non, mais il n'y a pas nécessairement de relation de cause à effet. Donc voilà. Enfin, bref, 10 années exceptionnelles, vraiment exceptionnelles, avec des super boss, Bernard Olivier, Rémi de Coninck, Jean-Paul Marie, évidemment, François Sicard et Lionel Hansen qui étaient à l'origine de tout ça. Et probablement ce qui m'a permis de rentrer à la Fédération française quelques années plus tard. Mais 10 années exceptionnelles, inoubliables, et ce qui m'a aussi donné l'occasion de rouler avec un de vos compatriotes lors d'un rallye en Belgique, mais peut-être on parlera-t-on un peu plus tard. Avec Jean Ragnotti, tout à fait. Non, on peut en parler tout de suite, ce petit rallye pour toi, voilà, toi qui es passionné de rallye, de rouler avec Jean Ragnotti, raconte-nous un peu ce rallye. Je pense que c'était un moment d'émotion pour toi. Évidemment, comment ne pas être impressionné par ce personnage, parce que un peu, je pense, comme à l'image de Thierry et d'Yves, je pense qu'on est vraiment trop passionnés. Pour moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de faire du rallye. Parce que quand un jour j'étais petit et près de chez moi il y a un rallye qui est passé, en fait je savais pas que c'était un rallye, c'était des voitures avec des autocollants dessus, et j'ai suivi, et puis finalement j'ai appris que c'était un rallye. Un mec à l'époque m'a mis dans la voiture, on a fait un petit tour, c'était une 2 chevaux à l'époque, voilà, parce que c'était des rallyes secrets. Et puis je me suis dit, je suis rentré le soir, j'ai dit à mon père, je vais être champion du monde des rallyes. Voilà, rien que ça, parce que tant qu'à faire, autant taper haut tout de suite. Bon, inutile de dire que j'ai jamais été champion du monde de rallye, néanmoins j'ai eu la chance avec Siméon Delbruyère de gagner le groupe N au rallye des 1000 lacs en Finlande en 83. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Je fais coucou à Siméon Delbruyère s'il nous regarde. Et voilà quoi. Donc
Et à l'époque, déjà, Jean Ragnotti, forcément, il roulait avec Guy Fréquelin, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la fameuse nuit du Monte-Carlo, on écoutait ça dans ma chambre. Mes parents étaient persuadés que je dormais, mais en fait, j'écoutais la dernière nuit du Monte-Carlo. Et puis, une année, il y a Ragnotti qui a fait 3e avec ses petites Renault 5 groupe 2. Et puis, je suis arrivé chez Renault Sport, et là, je l'ai rencontré parce qu'il était un peu le coach des concurrents de la Clio Cup Rally. Donc, on a passé quelques bons moments, Jean et moi, avec toute l'équipe d'ailleurs, la veille des rallyes. On faisait des présentations chez les concessionnaires Renault. Et puis, bien évidemment, je l'ai côtoyé à l'époque des World Series, où il était exceptionnel. Il faisait des 360. Il avait déjà plus de 65 ans à l'époque. Il faisait des 360. Il courait à côté de la voiture. Enfin, c'était un personnage. Et puis, un jour, chez Renault Sport, Lionel Hansen m'a dit, on va organiser un rallye. Il y a un rallye en Belgique qui s'appelle les Legend Boucles de Spa, cher à Pierre Delettre. Donc, c'est un rallye avec des VH. C'est un rallye de régularité, entre guillemets. Pierre ne m'en voudra pas. Un rallye assez sympa d'ailleurs, où il y a énormément de voitures, environ 250-300 voitures. Et donc, j'ai organisé la participation de Jean Ragnotti. C'était, si ma mémoire est bonne, en 2007. Donc, on a trouvé une Alpine avec l'aide de René Gonégan, qui était un des partenaires à l'époque de Cédric Robert. Michelin, déjà à l'époque, nous a aidés en nous fournissant des pneumatiques un peu spéciaux pour la voiture. On a tout organisé, et puis au dernier moment, au moment où le rallye approchait, j'ai dit à Lionel, je pense qu'il manque juste un pion dans le truc, c'est qu'il n'y a pas de copilote. Ah ben non, il dit, mais le copilote, c'est toi. Et donc, forcément, j'avais tout organisé sans savoir, effectivement, et je vous promets que c'est la stricte vérité, que c'était pour moi. Et donc, on a fait ces Legend boucles de Spa avec Jeannot, là, évidemment, exceptionnel, pour tous ceux qui le connaissent, des moments super, voilà, donc, un souvenir extraordinaire. Okay, on lui passe un bonjour aussi à Jeannot. Il nous regarde souvent, donc peut-être qu'il nous regarde ce matin et on l'embrasse. Là aussi, pour la petite anecdote, Philippe, tu as évoqué écouter le rallye Monte-Carlo au fin fond de ta chambre. Ben, figure-toi que moi aussi, en Alsace, avec une antenne, une fourchette au bout, parce que j'imaginais qu'en Alsace, écouter RMC, c'était déjà un exploit. Alors maintenant, j'apprends qu'en Belgique, 400 km plus haut, vous avez réussi aussi. Bon, voilà, c'était pour l'anecdote. Yves, on revient sur les années circuit. Donc, c'est 2014, le WTCC. Là aussi, tu rencontres, alors bon, Sébastien Loeb, évidemment, tu connais, mais tu rencontres un autre Français de taille, c'est Yvan Muller. Et puis, donc, c'est cette Dream Team avec Pequito Lopez. Parle-nous très rapidement de cette expérience. L'ADN Rallye disparaît un petit peu? Oui, c'est sûr que c'était une nouvelle expérience. J'avais aucune expérience du circuit. Par contre, ça a été des belles années, entre autres par les pilotes qu'on avait. Comme tu dis, c'était Dream Team. Déjà, Yvan Muller, il m'avait fait rêver une bonne partie de ma jeunesse avec le trophée Andros et toutes ces autres victoires. C'était un grand monsieur du sport automobile pour moi. Donc, avoir Yvan dans mon équipe, c'était quelque chose de tout à fait spécial. Après, on continuait avec Sébastien que je connaissais depuis de nombreuses années et puis que j'appréciais. Et puis il y avait ce petit nouveau, en tout cas un peu pour l'Europe qui arrivait, qui était Pequito Lopez, qui on l'avait remarqué dès sa première séance d'essai était assez incroyable et puis qui a fait un festival par la suite. Ça a été aussi une grande expérience niveau management de pilote, parce que venant du rallye, je dirais que c'est assez facile le rallye par rapport au circuit, parce que là ils quittent le stand, ils vont s'affronter sur la piste porte, et puis 2 minutes après ils sont dans le stand, et puis ils cherchent tous après le patron de l'équipe pour venir expliquer pourquoi c'est l'autre qui a essayé de le sortir ou pourquoi c'est l'autre qui l'a poussé. Donc il faut être capable de gérer des pilotes, et puis des pilotes, tous les 3 étaient champions du monde, donc 3 pilotes qui veulent gagner, avec des caractères tout à fait différents. Un caractère très fort comme Yvan Muller, je pense que c'est un secret pour personne que Yvan a un caractère très fort, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié énormément, qui a un caractère très humain. Et puis des pilotes comme Pequito qui, comme ça, paraissent tout doux, tout tendres, mais je peux vous dire que quand ils gagnaient pas, c'était pas toujours facile non plus. Mais vraiment
trois très belles années, puis énormément de victoires. On peut dire que on a dominé ces 3 années contre quelqu'un que j'ai rencontré à nouveau plus tard, qui était Andreas Adamo, que à l'époque, je dois dire, c'était pas mon concurrent favori en Andreas. Je dois dire que l'époque rallye qu'on vit maintenant est tout à fait différent. On a une bonne collaboration. Mais c'était amusant. On fait maintenant des audios hebdomadaires avec les constructeurs et derrière moi, elle y est plus justement. J'ai une touring car aussi, une maquette de touring car. Et à la première réunion, il m'a quand même demandé si je pouvais pas un peu la déplacer parce que ça ne rappelait pas que des bons souvenirs. Et donc, pour essayer d'avoir des réunions constructives avec les constructeurs, j'ai mis une DS3 à la place et ça se passe tout de suite mieux. Ça marche tout seul. Ça marche. Merci Yves. On va arriver sur 2014, une année un peu marquante aussi pour Thierry. On y revient juste après. On va commencer avec toi, Philippe. 2014, c'est ton arrivée à la FFSA, encore la France. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce projet? Voilà. Et dis-nous-en un petit peu plus assez rapidement sur ton poste aujourd'hui pour les gens qui pourraient le découvrir. Est-ce que c'est un moyen d'infiltrer la France? Non, pas vraiment. En fait, en fin 2013, après 10 ans chez Renault Sport, d'abord les World Series prenaient fin et les formules de promotion en rallye également. Enfin, momentanément, vous savez, ce sont toujours des cycles. Et donc, j'avais décidé, après 10 ans en France, de regagner la Belgique. Voilà. Et puis, au détour d'une conversation avec le président de la fédération au rallye d'Alsace, justement, on l'a évoqué tout à l'heure. Il avait appris que je quittais, il m'a dit si ça vous dit, il y a éventuellement un poste pour vous à la fédération. Et bon voilà, j'ai étudié pas très longtemps, je ne vais pas vous cacher le projet, et donc ça m'a directement plu, bien évidemment, pour arriver dans le pôle sport, donc à gérer toutes ces disciplines. Donc là, c'est plus seulement du rallye, hein, évidemment, c'est tout. Mis à part le karting, c'est tout ce qui touche le sport auto. Hein. Il inclut le camion, l'autocross, le rallycross, la montagne, enfin voilà. S'occuper des réglementations, participer aux commissions, faire évoluer les règlements, discuter des contrats avec les promoteurs, avec les partenaires comme Eagle, Michelin. Enfin, tout ça, c'est un boulot qui est hyper diversifié. Et puis je pense honnêtement que j'avais fait mon temps en tant que coordinateur. Hein. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus de son âge de se lever à 4h du matin pour aller vérifier que les camions sont bien partis, qu'il y a suffisamment d'essence et que c'est bien les bons pneus qui sont en place, quoi. Voilà. Et donc avec toutes ces expériences précédentes, c'était un poste finalement qui m'allait bien. En plus, j'ai eu la chance de côtoyer Dominique Serriès à l'époque, qui était directeur du pôle sport et qui était prêt à prendre la direction générale de la fédération. Donc, c'était une bonne transition. Et puis, j'avais aucune idée d'aller travailler ni pour une fédération, qu'elle soit d'ailleurs belge ou française ou quoi que ce soit. Ce sont les hasards de la vie. Les opportunités qui font que je suis très très bien là. Et c'est une fantastique opportunité qui m'a été offerte par le président des shows. Voilà. Ok. Thierry, donc on a parlé de cette belle année 2013 avec Nasser Al-Attiyah, et puis alors 2014, c'est l'arrivée chez Hyundai. Alors on aimerait bien savoir, encore un Français, c'est lui qui est venu te chercher là, Michel Nandan, ou est-ce que c'est arrivé par l'extérieur? Avec quel argument t'ont-ils convaincu? Bah, écoutez, oui, c'est quelque part Hyundai qui est venu me chercher, effectivement. Bah, je pense qu'une équipe constructeur, un gros constructeur mondialement qui arrive en championnat du monde des rallyes, bah, il a besoin d'un pilote. La plupart des pointures sous contrat, ben voilà, ils savaient que moi j'allais être libre à partir de 2014 et ils étaient fortement intéressés, donc je les ai rencontrés à plusieurs reprises et puis ensuite ils m'ont convaincu sur le fait qu'effectivement ils allaient avoir les moyens financiers pour développer toute une équipe, toute une structure. Qui était à mettre en place, bien évidemment. À l'époque que j'ai été la première fois, je pense qu'il y avait une 40aine d'employés. Ensuite, quand on a commencé la saison, on était presque 70. Et aujourd'hui, il y a quasi le double. Donc, voilà, je savais que ça allait être difficile, mais en même temps, voilà, ils m'ont convaincu par leur investissement de vouloir développer quelque chose de grand. Et puis aussi, il y avait cette opportunité de signer un contrat de longue durée. Et donc, je savais que je pouvais construire avec eux quelque chose
qu'avait construit, par exemple, Sébastien Loeb avec Citroën. Et voilà, la preuve, je suis toujours là aujourd'hui. J'ai encore un contrat pour les années qui suivent. Donc, je veux dire, on fait réellement ce que j'ai imaginé à l'époque quand j'ai joint l'équipe. Ok. C'est Hyundai, c'est une vraie famille. On n'aurait pas le temps, sinon on y passerait la journée, de revenir sur toutes ces années. Mais alors du coup, forcément, on est encore chauvin. On va parler du Tour de Corse. Le Tour de Corse avec Hyundai, c'est 4 podiums et 2 victoires. Est-ce que le package Hyundai, Neuville, Gilles Soul, pourquoi il est aussi performant là-bas? Alors vous êtes performant sur tous les terrains, mais en Corse, c'est vraiment un rallye. Tu rates très peu d'occasions là-bas pour briller. Ouais, je pense généralement sur l'asphalte, on est toujours aux avant-postes, n'importe quelle manche asphalte. Je pense qu'on les a tous déjà gagnés. Donc, il y en a de moins en moins, du coup. Oui, malheureusement, je pense que je ne sais pas si Yves est d'accord avec nous. Si on connaissait quelqu'un de la FIA, peut-être qu'on pourrait en parler, mais on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Pour moi, personnellement, j'adore le pilotage sur l'asphalte. C'est un pilotage beaucoup plus incessif, beaucoup plus précis. Effectivement, une simple erreur sur asphalte se paye cash tout de suite, avec une crevaison, une jante cassée ou même une sortie de route. Que sur la terre, effectivement, on part un peu loin. On a des pneus costauds, rigides, on a des grosses suspensions. Donc, on met même 2 roues dans un fossé, on s'en sort quand même avec une perte de temps au pire ou peut-être une crevaison lente. Mais l'asphalte, ça a quelque chose de spécial et il faut une préparation spécifique pour les manches asphalte. Et j'adore ce pilotage qui donne énormément de satisfaction. Donc, je regrette un petit peu qu'il y a de moins en moins de manches asphalte au championnat et j'espérais plutôt moitié-moitié pour le futur, mais on sait aussi que voilà, c'est difficile à réaliser et la plupart des manches intéressées au championnat sont des manches des rallye-terre. Ouais. L'autre manche asphalte par excellence et qui se déroule évidemment aussi en France, c'est le Monte-Carlo. Alors moi, j'ai une question très simple. 2020, dimanche matin, tu sais que ça se joue entre Ogier, Elfyn Evans et toi. Est-ce qu'on peut dire que tu étais à domicile là quand même? Oui et non. Je pense que quelque part, je connais bien les routes de l'arrière-pays maintenant. Après les nombreuses années, j'ai participé au rallye d'Antibes aussi. On avait emprunté les mêmes spéciales. À force de faire les reconnaissances et d'avoir fait tous les bouts des spéciales de l'arrière-pays dans tous les sens, c'est sûr que voilà, je me sentais très à l'aise. J'ai toujours été vite sur ces spéciales-là. Le col du Turini avec notre Hyundai, on a toujours avionné, même les dernières années, on a régulièrement fait les meilleurs temps ou voire dans les top 3. Donc, j'étais très à l'aise, mais je craignais quand même la performance de la Toyota qui, sur un profil assez sinueux, est quand même généralement très rapide. Et ici, ils ont pas réussi à l'exploiter. Et moi, j'étais très à l'aise dans la voiture. Et j'ai rapidement senti que, voilà, sans erreur de ma part, on allait aller jusqu'au bout et on allait gérer la situation. Ouais, ça paraissait vraiment solide ce dimanche matin. Et de gagner du coup le podium, de faire le podium d'une manche du WRC à 500 mètres de chez toi, même pas. C'est une émotion particulière, même si on sait que tu es belge, mais Monaco, tu y habites. C'est quelque chose de particulier quand même de gagner une manche du WRC. En plus, le Monte-Carlo, qui est un rallye mythique à travers les frontières, bien sûr. Oui, pas forcément par rapport à ma résidence ici, mais plus parce que c'est un rallye historique et que c'est le rallye que tous les pilotes de rallye rêvent de remporter. Et on est des centaines de milliers de pilotes qu'ils aiment déjà participer à ce Monte-Carlo, mais ils en rêvent de le gagner. Et voilà, aujourd'hui, je fais partie d'un des rares pilotes pour pouvoir dire avoir remporté ce rallye mythique. Mais voilà, les émotions à l'arrivée elle-même n'étaient pas les mêmes que, par exemple, face à la victoire avec Sébastien Ogier en Sardaigne il y a quelques années, où là, tout se jouait dans la dernière spéciale. Il y a eu ce fait de l'oubli de la carte de pointage avant, donc il y avait énormément d'énervement. Et voilà, c'était une situation un peu difficile à gérer. Et là, il y a eu un coup de relâchement à la fin de la spéciale, en sachant qu'on a remporté le rallye, que je n'ai plus ressenti depuis et que je n'avais jamais ressenti auparavant. Si ce n'est que peut-être au rallye de San Remo en 2011, j'ai battu Andreas Mikkelsen aussi dans la dernière spéciale. Mais ici, c'était une importance bien supérieure. Donc, c'était particulier.
mais je suis sûr que d'ici 20 ans, on parlera plus du Monte-Carlo que de la Sardaigne. Ouais. Yves, très rapidement, une question justement liée à ces manches asphalte. Est-ce qu'aujourd'hui, il est imaginable, avec le report de la Sardaigne, de voir par exemple le retour de la manche italienne, mais au San Remo, que tu as connu aussi dans les années 90, ces manches mixtes asphaltaires ou alors tout simplement asphalte? Il faudrait d'abord que, entre guillemets, la fédération italienne nous propose une épreuve asphalte à la place de la Sardaigne, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas une diminution du nombre d'épreuves d'asphalte. C'est sûr qu'en 2020, il y en a une de moins, et que quand on en a 4 et qu'on passe à 3, ça fait 25% en moins, ça fait énormément. Mais entre guillemets, la stratégie, c'est pas d'en avoir moins, c'est de rester à 4, et il était prévu pour 2021 d'en avoir à nouveau 4. Bon, maintenant, on verra ce qu'on sera capable de faire en 2021 et l'impact de la crise qu'on vit pour le moment. Mais en tout cas, c'était la stratégie par rapport au calendrier, au nombre d'épreuves et à la répartition des épreuves, et de rester sur un standard qu'on connaît vis-à-vis de l'asphalte. Mais typiquement, des épreuves comme San Remo, c'est pas ce qui nous est proposé par les fédérations locales ou par les promoteurs pour le moment. Et les épreuves mixtes vont disparaître. Ça, c'était un souhait des constructeurs qui considéraient que des épreuves mixtes, comme on avait en Espagne, étaient un surcoût important par rapport aux autres épreuves. Ok. Ok. Très bien. Donc Yves, on revient rapidement sur toi. Fin de l'aventure Citroën en 2017 et tu rejoins la FIA, un peu comme avec Philippe. Rapidement, explique-nous qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre un projet. Je pense qu'il y a aussi forcément la passion. Et puis, décris-nous un petit peu rapidement ton poste à la FIA, du coup, depuis 2017. Alors, je pense que j'ai avant tout eu toujours la chance d'aller un peu où j'avais envie d'aller et d'arrêter quand j'avais envie d'arrêter. Je pense que c'était le bon moment. J'avais déjà eu d'autres propositions pour travailler dans une fédération auparavant, mais je pense que j'étais pas encore prêt, que j'avais d'autres choses à faire, et notamment cette époque 2012 d'être patron d'une équipe qui me tenait à cœur. Je pense que quand j'ai rejoint la FIA, j'étais prêt, et avant tout, j'ai toujours fait les choses au feeling, et j'ai toujours voulu travailler pour des personnes qui avaient une légitimité. Et Jean Todt, pour moi, a une légitimité, en tout cas typiquement pour le rallye dont je m'occupe à la FIA, et donc travailler pour quelqu'un qui est un référent avec lequel je peux échanger, entre guillemets, est quelque chose d'important pour moi. Mon rôle à la FIA, je suis directeur des rallyes, donc je m'occupe de tout ce qui est rallye, ce que nous on connaît comme rallye traditionnel, mais aussi tout ce qui est rallye raid. Et je dirais qu'il y a d'abord, il y a tous les championnats, le plus connu, le WRC, et ensuite, on a tout ce que nous, on appelle les championnats régionaux, mais c'est une grande région, puisque ça part du championnat Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, donc on couvre le monde entier. C'est divisé dans une partie qui est travail journalier, les échanges avec les organisateurs des épreuves, tout au long de l'année, et puis toute une partie qui est vision à moyen et à long terme. Et la grande mission, entre guillemets, quand j'ai rejoint la FIA, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut assurer une pérennité pour le rallye. On sait tous que c'est une discipline, entre guillemets, avec l'évolution de la société, qui peut être, entre guillemets, sous forte contrainte, ou qui est sous forte contrainte et qui le sera de plus en plus. Donc, trouver des nouvelles solutions, regarder aussi avec, typiquement pour le WRC, mais aussi pour la compétition client, comment est-ce qu'on peut garder des constructeurs impliqués dans la discipline. La société a énormément changé, l'implication des constructeurs a changé aussi. Si on est passé quand moi j'ai commencé chez Citroën, les constructeurs faisaient du sport automobile pour leur image avant tout, et ne regardaient pas spécialement quel était l'impact direct sur leur vente. Ça, c'est une époque complètement révolue. Leur implication motorsport aujourd'hui est complètement et directement comparée vis-à-vis d'autres investissements marketing. Donc, il faut qu'on ait des échanges complètement différents avec les constructeurs, et je pense que le rôle que j'ai eu par le passé, ou les différentes fonctions que j'ai eues par le passé, que ce soit responsable compétition client ou directeur d'une équipe en relation avec
le board d'un constructeur facilite certainement les échanges avec les constructeurs pour le moment. Thierry, on a compris qu'après ta carrière en mondial, tu reviens faire une carrière en France. La FIA, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Un poste à la FIA? Dans la situation actuelle où je suis, non, je ne me suis pas trop posé la question non plus. Je pense qu'avant tout, je vais essayer de chercher d'après d'autres aventures, comme il vient de citer le Dakar, qui peut être une aventure très très excitante pour un pilote retraité du championnat du monde de rallye, mais aussi j'aimerais bien réaliser quelques rêves qui sont aussi de participer aux 24 heures de Nürburgring, 24 heures de Spa-Francorchamps et peut-être un jour même aux 24 heures du Mans, pour au moins l'avoir fait et si possible dans des bonnes conditions, ben, ça sera avec grand plaisir. Ok, très bien. Allez, on enchaîne avec le quart d'heure belge. On a décidé de parler de votre pays. Là, pour le coup, on ne parle plus de français, promis. Yves, encore toi, la cabane au Condro, c'est une grande histoire. Ils fêtent leurs 30 ans cette année. J'ai des amis qui font partie de la cabane. Il y a des photos. Un ami notamment, voilà, qui me parle régulièrement de cet événement. Alors, on sait que ça va avoir lieu au mois d'octobre. Parle-nous un petit peu de cette histoire de cabane. Elle est quand même assez exceptionnelle. Oui, c'est sûr. Ben, déjà, je pense, à vol d'oiseau, ça doit être à 300 mètres de chez moi, plus ou moins. J'ai vraiment habité toute ma vie dans ce village de Bénin, où il y a cette cabane, où il y a cette spéciale. Je veux dire que c'est assez amusant d'entendre Philippe comment il a, entre guillemets, eu sa première vision du rallye, qui pour moi était assez similaire. J'étais avec mon meilleur ami et on a vu passer des voitures de course et puis on s'est dit, tiens, on ferait bien ça. C'est sûr que, entre guillemets, 25 ans plus tard, on ne pensait pas que ça allait devenir notre incroyable. Mais c'est vraiment ça. Mes parents n'étaient pas du tout impliqués ou intéressés par le sport automobile. Donc, ça s'est fait complètement par hasard. Et s'il n'y avait pas eu cette spéciale, entre guillemets, si proche de chez moi, et puis certainement cette cabane, je pense que la passion ne serait jamais venue et je ne serais jamais venu au sport automobile. Et cette cabane, c'est avant tout des passionnés du rallye qui tiennent cette cabane depuis l'époque où les reconnaissances, et c'est toujours un peu le cas en Belgique, étaient encore plus libres que maintenant, je dirais. Et donc, ça commençait un mois à l'avance et ils se mettaient là un mois à l'avance à cet endroit dans la spéciale à faire un feu et à regarder les pilotes qui s'entraînaient la nuit à l'époque. Et petit à petit, les pilotes ont commencé à s'arrêter près de ces passionnés et cette cabane est née qui est maintenant un haut lieu du rallye du Condro, que ce soit pendant le week-end des reconnaissances où tout le monde s'arrête, mais aussi c'est là où il y a la spéciale d'essai et c'est une des spéciales entre guillemets connues du rallye maintenant. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y passer une journée complète à Checkdown et bon, on s'en souvient, les neurones aussi, des fois. C'est assez fatigant. Quand vous n'avez pas soif, n'y allez pas. Ouais, c'est un peu pour résumer. D'ailleurs, Yves, est-ce que c'est vrai qu'au début, donc il y a 30 ans, cette cabane se construisait avec des caisses en plastique jaune? C'est vrai ça ou pas? Moi, je ne l'ai jamais connu comme ça, mais en tout cas, avec le nombre de caisses en plastique jaune qui est à l'intérieur, elle tient debout toute seule, je peux vous dire. Ok, alors très rapidement aussi, le Condro, c'est aussi le café de chez nous et l'hôtel du Fort, cher à Ronny Rissac. Là aussi, tu as énormément de souvenirs. Le Condro, on le rappelle, c'est chez toi, ah oui. Oui, c'est sûr que c'est chez moi et que l'hôtel du Fort, c'est un des piliers du rallye du Condro et notamment on a et ça existe toujours, mais j'ai beaucoup moins le temps d'y aller, mais le lundi après le rallye, on avait un débriefing à l'hôtel du Fort qui était encore plus fatigant que les 2 jours de rallye. Et on a énormément de souvenirs avec des pilotes, comme on a évoqué tout à l'heure, Marc Duet, qui notamment n'était pas le dernier pour mettre l'ambiance. Donc ça fait partie de cette ambiance qui aussi m'a fait aimer le rallye. C'est entre guillemets, cette interaction entre les pilotes de différents niveaux. Quand moi j'ai commencé, le premier rallye que j'ai fait, c'était en 1986. Je m'en rappellerai toujours, Marc Duet conduisait la Metro 6R4.
pour moi, c'était un peu comme à l'époque un milieu vivant, et pouvoir boire des bières avec lui à l'hôtel du Fort, entre guillemets d'égal à égal, c'était tout à fait quelque chose de tout à fait spécial. Est-ce qu'à la FIA, vous pensez encore un petit peu à ce côté très amateur, très passionné, très truc, ou c'est quelque chose où aujourd'hui vous faites un peu abstraction? Est-ce que ma question elle est plus simple. Est-ce que vous oubliez pas justement tous les amateurs, les passionnés? Non, je pense pas. En tout cas, pas depuis que je suis arrivé. J'essaye de plus en plus de faire rentrer cette idée que entre guillemets, on n'est pas une administration, si je peux dire ça comme ça, mais qu'au contraire, on est là au service des pilotes, et que tant qu'il y aura des pilotes, on aura besoin d'une fédération, et pas l'inverse. Et on essaye de relancer des opérations. On vient de lancer une opération au niveau mondial qui s'appelle Rally Star, qui va vraiment avoir comme objectif, c'est sûr qu'en France, on connaît bien ça, de la détection de jeunes. Ouais, avec Jérôme Roussel, hein, c'est ça. Hein. Si un pays qui est actif, c'est certainement la France. Mais on va essayer de relancer ça. On va pas essayer, on va le faire au niveau mondial, et avec des nouveaux outils qui sont aussi plus proches, et notamment le cross-car que Thierry connaît très bien. Il a commencé sa carrière par ce moyen-là, et il s'investit énormément dedans pour le moment, pour justement essayer de faire venir des nouveaux passionnés au rallye, et c'est certainement quelque chose que je n'oublie pas à l'heure actuelle, mais c'est une opération qui se fait pas du jour au lendemain. D'accord. Ok, merci Yves. Tu as abordé justement, on avait, pour gagner un petit peu de temps, passé cette question sur le FIA Rally Star, mais on en avait parlé notamment avec quelqu'un qui a parlé de frites en début d'émission et qui suit de près cette initiative de la FIA. Yves, moi, une dernière question, mais qui peut s'adresser à Yves et à Thierry. Nous, Français, le peu de rallyes que j'ai été voir en Belgique, j'ai à chaque fois halluciné de l'ambiance qu'il y avait sur les rallyes belges. Ma question, elle est toute bête, et la réponse sera peut-être aussi simple. Pourquoi il n'y a pas de rallye du WRC en Belgique, quand on voit l'ambiance, les spéciales, les infrastructures qu'il peut y avoir? Est-ce qu'on peut rêver? Je pense que vous le rêvez plus que nous, mais ça serait, au vu de l'ambiance, quand on va sur un Ypres, sur un Condro, enfin, c'est assez incroyable. Est-ce qu'il ne manque pas une manche du WRC un de ces jours quand même? Et est-ce qu'on peut imaginer Ypres le jour 1, Wallonie le jour 2 et Condro le jour 3? Ça s'est déjà fait, en l'occurrence. Ça s'est fait il y a une bonne dizaine d'années, à l'occasion du rallye de Ypres d'ailleurs. Le premier jour, c'était aux alentours de Braine-le-Comte. Le lendemain, aux alentours de Charleroi-Couvain, donc sur les spéciales du Bianchi. Et le troisième jour, de retour vers Ypres. Donc il y a eu effectivement à l'époque de Franz Stevelin déjà une approche en tout cas. Et malheureusement, ça n'a pas été plus loin. Thierry, Loeb a fait venir le rallye en Alsace, Ogier à Gap, donc c'est ton job à toi en fait là. Hein. Oui, non, c'est sûr que ça serait intéressant, mais maintenant, ayant le rallye d'Allemagne à seulement 60 km de la frontière belge, je pense que ça va être très très compliqué, même si on pourra faire un rallye fantastique, hein. On fera une journée vraiment côté Ypres avec des très très belles spéciales, des routes très très particulières et très difficiles. Une journée sous la pluie à Ypres, à Houille. Dans la boue, et puis une journée sec sur des belles routes un peu bosselées mais assez rapides dans la région où je suis né, dans les cantons de l'Est, dans la région de Saint-Vith, où là aussi il y a des belles routes, donc on pourra vraiment faire un très très beau rallye avec un centre même à Bruxelles, donc voilà, il y aura vraiment quelque chose de très joli à faire, mais je pense que c'est pas le but premier de la FIA et ni du promoteur. Je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid-19, il y a d'autres soucis, et je pense que voilà, le focus est là-dessus, et c'est bien plus important. Ok, ça marche. Un petit mot de Thierry, justement, on en a parlé, Yves en a parlé rapidement, mais un petit mot sur Life Live, qui est l'équipe avec ton frère, justement. Parle-nous un petit peu de ce projet que vous avez monté avec ton frère. Comme Yves l'a très bien dit, moi j'ai commencé ma carrière en autocross, et notamment aussi par ces engins de cross-car, des châssis tubulaires avec un moteur de moto intégré, boîte séquentielle, 340 kg, 120 chevaux, donc des voitures ultra compétitives. À l'achat, on est environ à entre 25 et 30 000 euros. En kit même entre 15 et 20.
si on veut le monter soi-même. Et puis, ça demande, sur une saison avec 6 à 8 manches, on a besoin de 4 à 6 000 euros de budget pour parcourir toutes les manches et faire l'entretien de la machine. Donc, c'est quelque chose de vraiment pas cher avec des performances ultra performantes. J'ai fait notamment le record du circuit à Maasmechelen l'été dernier. Avec ce genre-là, plus vite que les supercars, les voitures de rallycross. Donc, ça prouve que c'est quelque chose de très, très amusant, très performant. Et puis, ça permet aussi comme Yves l'a bien dit, détecter des talents, des futurs talents, parce qu'il faut un certain car control. En plus, on roule sur 2 surfaces différentes en même temps, sur le même circuit. Donc, ça permet vraiment de voir le talent des gens et de prendre des sensations et puis prendre le sens de la glisse. Ok, très bien. Merci Thierry. Philippe, on t'oublie pas dans ce quart d'heure belge. On avait une petite devinette pour toi. On va te montrer une photo et tu vas devoir nous dire l'année et quel pilote. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? 1983, la ronde du Nouveau-Namur. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu disais, Thierry? Thierry, tu étais en train de parler, on n'a pas entendu. Je vous jure que c'est pas moi, Gégé. J'ai pas tapé. En France, on dit j'ai pas tapé. C'est pas tapé, oui. Magnifique souvenir, et Thierry, triste souvenir. C'était la ronde du Namur, c'était ce qui s'appelle aujourd'hui le rallye de Wallonie, donc il se déroulait à Namur. Et à l'époque, cette année-là, l'organisateur avait fait fort, il avait invité les grosses vedettes de l'époque, à savoir Marc Duhet, Patrick Sneyers, Guy Colsoul, et il y a un petit jeune de l'époque qui a voulu se mesurer. Il avait fait appel à mes services, Jean-Pierre Van de Hover, et il se fait qu'après une boucle, on s'est retrouvé en tête devant tout le monde, et voilà, malheureusement, à la sortie d'un virage, d'aucuns ont dit qu'on avait crevé, je ne m'en souviens plus personnellement, mais en tout cas, le beau souvenir d'être devant toutes ces vedettes belges, c'est terminé à l'hôpital de Dinan, mais le soir, on avait vite retrouvé le cendre de jambes pour se remettre de ses émotions, tous ensemble. Ouais. On a compris que s'il y avait une crevaison, il n'y avait plus besoin de changer la roue, là. Non, il n'y avait plus besoin de changer la roue, non, malheureusement. Malheureusement pour la voiture et malheureusement pour Jean-Pierre, qui a néanmoins fait une splendide carrière après ce petit pas de côté, voilà. Allez. Ok, merci à tous. Je ne savais pas que vous aviez une aussi longue carrière avec Jean-Pierre, oui. C'est une révélation pour moi. Ah, tu vois, mais bon, tu avais compris que j'étais le plus âgé d'entre nous tous aujourd'hui sur le plateau. Et évidemment, j'ai eu une vie avant la vie normale. J'ai fait effectivement un rallye avec Jean-Pierre Van de Hover. Ouais. Merci. Bon, on a parlé de Belgique, mais finalement, vous l'avez tous quitté ce pays. Alors maintenant, on va faire un petit jeu décalé. Ça sera la fin de l'émission. On va voir si vous méritez toujours la nationalité belge avec notre petite partie décalée chez Confin Live. Eric, c'est à toi. Bon, alors Yves, une première question en altitude. Quel est le point culminant de la Belgique? 1422 mètres, c'est pas ça? Non, ça c'est pas le pays. Non, mais c'est parce que je sais que vous vouliez m'attaquer sur la hauteur de la Belgique, donc il faut que j'exagère un peu. Ah, d'accord. Bon, bonne stratégie. Bon, c'est chez Duhet, c'est au Mont-Rigui. C'est chez Duhet. Yves a voulu nous faire touffer. 560 ou 600, proche des 600? Ouais, c'est pas mal. Proche des 700. Alors, 694 mètres et c'est le signal de Bautrange. Voilà. Et donc, du coup, c'est 694, si je dis bien. C'est ça. Thierry, à ton tour de voir si tu peux encore rentrer dans ton pays. À quel âge la reine Fabiola est-elle décédée? Oh, mais ça, c'est une question piège, ça. Il paraît que vous êtes tous fans de cette reine Fabiola. Nous, on ne la connaissait pas, donc elle est décédée malheureuse en 2014 à l'âge de 86 ans. Mais c'était la reine de vous tous. Hein. Honnêtement, aucune idée. Il faut déjà savoir qu'en Belgique, on a 3 communautés et je fais partie de la communauté germanophone. Donc, c'est vrai. À la télé, on passe que les chaînes allemandes. Donc, ma copine m'appelle d'ailleurs souvent moitié allemand. Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre. Ouais, mais pas de problème. Alors, est-ce que les 2 anciens auraient pu répondre? Philippe, tu aurais su l'âge de Fabiola? Non, honnêtement, non. Même sur l'âge de Jean-Pierre Van de Hover non plus, d'ailleurs. 33. Alors, Philippe, pour toi, la dernière question. Alors, la date de la bataille de Waterloo? Waterloo.
Ouais, on rappelle que c'est Napoléon, un Français, qui perd. Qui a passé une mauvaise journée d'ailleurs. Hein, ouais, pas terrible. C'est assez facile, c'est 1815. Voilà. Et c'était le 18 juin. D'ailleurs, j'ai quelques amis belges qui à l'époque auraient aimé que Napoléon gagne ce jour-là. Vous n'avez plus de gouvernement, vous n'avez plus rien, c'est un peu le bordel aussi vers chez vous. Et on n'est pas mieux, hein, on n'est pas mieux. On a un gouvernement. D'ailleurs, la première ministre va prendre la parole cet après-midi pour donner des nouvelles mesures quant au déconfinement, un peu à l'image de ce qu'Édouard Philippe fera demain en France. Et voilà. Donc non, on a tout à fait un gouvernement. Bon, c'est pas celui qui est issu des dernières élections, mais bon, ça c'est l'habitude en Belgique. Ouais, okay. On est le pays du consensus. Hein, voilà. D'ailleurs, ici, on a, comme Thierry l'a dit, quelqu'un qui vient des pays, des cantons de l'Est, hein, donc près du circuit de Francorchamps, quand on est face à des adeptes de sport auto. Yves, à l'origine, vient plutôt du nord du pays, il est d'origine néerlandophone, et moi, je suis plutôt du sud du pays, donc de francophone. Donc, à nous trois, vous avez eu un panel relativement complet de la Belgique, quoi. Ok, et nous, avec notre distanciation à 100 km, vous arrivez presque à vous réunir tous les trois, alors, hein, si j'ai bien compris. Mais on n'attend pas nécessairement que comme FinLive pour se réunir et pour discuter de nos anciens souvenirs. Hein. Bon, merci en tout cas. Je vais laisser le mot de la fin à Mathieu. Merci en tout cas de nous avoir accordé une bonne heure. On sait que votre temps est précieux, surtout un jour de semaine. Merci en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis, on espère évidemment se revoir très vite et très bientôt. Ouais, c'est voilà le mot de la fin, c'est ça, c'était de vous remercier d'avoir accepté notre chauvinisme un peu français et d'avoir passé un bon moment avec nous. Comme l'a dit Eric, Yves et Philippe, on sait que votre emploi du temps est surchargé en ce moment, donc un grand merci de votre disponibilité. Thierry, on va te laisser reprendre soin de ta petite famille et d'aller t'occuper de ton rôle de. Moi aussi, rôle je pense ça. Toi aussi, t'es débordé? Ouais. Oui, tout à fait. Ok, on espère se revoir forcément rapidement sur un rallye. Un grand merci à l'équipe technique, à la régie, donc Maxime et Pierre qui nous ont aidés à préparer cette émission. Demain, ça sera une émission 100% Coupe de France, Philippe, un sujet qui t'est cher aussi à la FFSA. Et on se retrouve vendredi soir pour une émission spéciale. Ça sera le dernier numéro de Confine Live. Ça sera en prime à 20h30. Il y aura deux invités que vous connaissez bien, Thierry et Yves, un petit Nicolas G de Belgique qui sera là, un petit Daniel E de Monaco qui sera là aussi, entre autres, parmi nos 35 invités. Écoutez, bonne fin de journée, messieurs. Un grand merci et puis prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Merci. Salut. Come a little closer.